on va traiter le sujet de la peur. La plupart du temps, c'est pas vraiment agréable comme sensation, mais elle peut peut-être devenir une force. On va voir qu'au fil de la vidéo, c'est pas si simple. C'est une émotion essentielle à notre survie. Et ça, depuis que l'être humain existe. On n'a vraiment pas le choix, on fonctionne avec. Elle se manifeste par une menace perçue par le cerveau. C'est vraiment une réaction automatique comme un radar au bord de la route. Et qu'elle soit réelle ou imaginaire. Avant de rentrer dans le sujet un petit peu technique, on va faire un tour des peurs que j'ai pu croiser en faisant les recherches pour la vidéo les plus bizarres. Elle nous rappelle légèrement que l'esprit humain est une contrée fascinante et complètement inattendue. Voici tout de suite quelques exemples de peurs qui sortent totalement de l'ordinaire et je vais même vous demander un tout petit peu d'imagination parce que c'est pas évident. L'arrachibutyrophobie, ça commence bien. La peur du beurre de cacahuète étalé sur une tartine. Imaginez la panique là, au petit-déj. Tout va bien. C'est quoi ces noms de phobie? C'est l'anatidéaphobie. Je suis vraiment désolé, je fais ce que je peux avec la prononciation. La peur persistante des canards. Quelque part en train de vous observer au bord de la rivière, dans les parcs, partout, vous pouvez croiser un canard et là la peur se déclenche. L'ésoptrophobie, la peur de se regarder dans le reflet du miroir. Imaginez l'angoisse permanente dans la salle de bain, quand les personnes font leur solde. Partout où il y a un reflet, c'est la panique totale. Ça doit être légèrement très emmerdant. Nous avons aussi, accrochez-vous bien, la gélatophobie, la peur du rire. Imaginez l'angoisse sur un week-end entre amis. Il y a très peu de chances qu'une personne comme celle-là regarde la vidéo. En tout cas, si c'est le cas, s'il y a une possibilité d'avoir un témoignage, ça serait vraiment génial. L'omphalophobie, la peur des nombrils. Ils peuvent même pas se toucher le nombril. Eux, ça les répugne. Et celle-là, c'est cadeau parce que j'ai trouvé que c'était la plus paralysante. C'est la téléphonophobie, la peur de répondre au téléphone. Imaginez l'angoisse. Le stress monte à chaque sonnerie. Les gens qui vivent avec ces phobies-là le font pas exprès. Ça nous montre quand même aussi l'étendue de l'esprit humain, jusqu'où il peut aller. Les peurs les plus loufoques viennent d'expériences passées et d'associations complètement inattendues. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment la peur se développe, pour essayer de comprendre comment ça peut devenir une force. Allez, la première étape, la perception de la menace. Comme on sait, clairement, le cerveau il fonctionne d'une façon bizarre. C'est très compliqué de l'expliquer. Mais plus simplement, on a des capteurs. C'est comme des radars, ils sont actifs en permanence. Comme un chien sur la bouffe. On regarde, on entend et on peut sentir une peur comme le gaz. Ça déclenche une peur. On peut voir un tigre aussi. Ça déclenche une peur, mais on s'aperçoit très vite que les peurs, elles sont quand même très pratiques. Ensuite, en deuxième étape, tous ces radars envoient le message au cerveau. Et cette analyse est très rapide pour détecter une menace potentielle. Et cette évaluation est tellement rapide qu'elle est souvent complètement inconsciente et instantanée. La réponse physiologique. Le corps réagit. Il se met en condition. Et ça, j'en suis sûr, si vous vous imaginez un moment où vous avez eu peur, ça peut peut-être vous rappeler quelques souvenirs. Vous savez, ce fameux cœur qui veut sortir absolument de la poitrine. C'est très désagréable d'ailleurs. Il y a aussi l'accélération de la respiration. Il y a une augmentation de la tension musculaire. Là, on se sent tendu quand on a peur. On a peur. Tendu! Il y a une sorte de libération d'hormones. Les deux principales, adrénaline et le cortisol. Le sang va être envoyé dans tous les organes vitaux et les muscles. C'est pour ça que quand on a peur, on a des espèces de réflexes. Quand on conduit, qu'on doit appuyer sur le frein, on a une rapidité d'exécution qui est extraordinaire. Eh bien, cette réponse est complètement automatique. Ça, c'est la réponse comportementale. C'est un changement qui prépare le corps à réagir à la menace. Le cerveau, quand il a peur, il va se mettre en mode survie. Et les trois principales réactions les plus connues sont le combat, le fight, la fuite ou la tétanie. Vous restez complètement gelé. Et puis si on réfléchit un petit peu, il n'y a pas que l'espèce humaine qui réagit comme ça. Et on s'aperçoit que sans la peur, l'être humain il serait plus là. Il y a une autre partie du cerveau qui va se pointer, qui elle est beaucoup plus rationnelle. Elle est là pour se rendre compte si la menace est réelle ou pas. Le comportement à ce moment-là calme les choses. Et quand cette partie-là s'aperçoit que la peur, elle n'a pas lieu d'être, elle nous dit non, c'est bon, c'est cool. On a peut-être un peu trop exagéré la situation. Et pour finir, il y a la mémorisation, en fonction de toutes les étapes du processus. L'expérience de la peur est plus ou moins forte et mémorisée. Et à l'avenir, si vous croisez une menace similaire, la réaction va être plus ou moins identique. On rentre un peu plus encore dans le détail avec les types de peurs. Les peurs primaires. Le monde entier a plus ou moins les mêmes. Dès qu'on est né, durant tout le long de notre évolution,
Elle va simplement nous servir à détecter chaque menace. Sans elle, on meurt. Comme la peur des bruits forts, la peur du vide et la peur des grands espaces. Mais il y en a une là-dedans qui est un peu plus sournoise que les autres. C'est la peur acquise ou apprise. C'est la peur qui se développe généralement après une expérience personnelle passée, comme la peur des chiens après avoir été mordu. Et c'est là qu'elle est sournoise, soit elle nous arrive à nous, soit elle est arrivée à quelqu'un d'autre devant nous. On a vu la chose se faire, on a ressenti la chose, et même si on nous raconte quelque chose, on va avoir tendance à se méfier, sans même avoir rien fait. On va avoir peur de quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais croisé dans notre vie. Un des types de peur, c'est la phobie. Une peur intense et irrationnelle. Objets, situations, tout y passe. On peut littéralement avoir peur de tout. C'est vraiment pas juste du cinéma. Malheureusement, c'est réel. Les gens sont en évitement permanent par rapport à la situation. Il y a la peur existentielle, elle concerne vraiment les aspects fondamentaux de l'existence humaine. Et c'est violent quand même, parce que c'est la mort, la peur de la solitude par exemple, et le manque de sens aussi. Donc ça peut partir très loin. Et pour finir, tout type de peur liée à l'anxiété. Là, celle-là, c'est vache. Parce que c'est pas simplement des peurs instantanées, c'est des peurs liées à l'anticipation. Et vous imaginez bien que si on anticipe la peur, plus on anticipe la peur, plus notre cerveau va envoyer de stimuli. Même s'il n'y a aucun danger. On va se mettre à avoir peur de tout le temps, et des fois de rien, et sans même savoir pourquoi. C'est un enfer. Des fois, quand on est anxieux, on peut se dire qu'on est complètement dingue. Mais il est vraiment important de faire la différence entre les peurs normales et les peurs dysfonctionnelles. Et nous, on va vraiment s'arrêter sur les peurs normales, qui font peur, oui, mais qui ne deviennent pas un handicap non plus pour la suite. Parce que là, malheureusement, c'est un autre sujet. On n'aime pas dire forcément qu'on a un cerveau malade. Mais quand vous pétez une jambe, vous n'avez pas de mal de dire que vous ne pouvez plus marcher. Et surtout, vous n'avez surtout pas de mal d'aller aux urgences pour vous faire aider. Mais pour vous mettre un plâtre, c'est plus pratique quand même. Mais si on enlève le tabou, notre cerveau peut dysfonctionner. Et le simple fait de dire qu'on est malade, déjà ça enlève le poids de la culpabilité. Et on arrête de se dire à ce moment-là, comme j'ai pu l'entendre assez souvent, on va chez les dingues, on va chez les fous. Lui, c'est un aliéné, par exemple. Pour avoir un cas concret, on va s'intéresser sur la peur de changer de travail ou changer d'activité. Je vais vous répondre, ouais, c'est vraiment costaud, que rien que de changer d'activité ou de travail, j'ai personnellement compté 13 peurs. Alors déjà une à gérer, c'est pas facile, mais alors 13, là c'est balèze. On peut dire j'en ai marre, je plaque tout, j'envoie tout balader. Je démissionne! La première des peurs, c'est la peur de l'attachement et la sécurité de l'emploi. Changer de travail, ça peut être complètement perçu comme une mauvaise prise de décision, hautement mal considérée, mal compris par soi-même et par les autres. Est-ce que t'as bien réfléchi? Est-ce que tu fais pas ça d'un coup de tête? T'as pensé aux factures, t'as pensé au crédit, etc., etc. Et même si l'emploi est le plus emmerdant du monde pour la personne. Des peurs les plus logiques pour changer d'emploi, c'est l'instabilité financière. Parce que changer de travail dans l'imaginaire, ou même concrètement pour le coup, c'est quand même peut-être une période complètement d'incertitude. Pour le cerveau, l'incertitude, c'est une catastrophe. Celle qui suit, c'est la peur de l'inconnu. Et le cerveau, encore une fois, déteste l'inconnu, ça le met en panique totale. Mais d'un autre côté, je sais même pas ce que je vais avoir par la suite. Donc là, en même temps, c'est compliqué pour le cerveau. Vous lui demandez beaucoup. Et si c'est pareil, si c'est pire, imaginez, un ami vous laisse un message sur votre téléphone et vous dit simplement, sans rien rajouter, il faut qu'on s'appelle, c'est grave. Et paf, il raccroche. Forcément, là, la peur de l'inconnu se déclenche et automatiquement, la peur que quelque chose de grave est arrivé est inévitable. Sinon, vous êtes un psychopathe. Et celle-là, elle est balèze parce que c'est la peur de ne pas réussir. Combien d'élèves échouent par peur? De la crainte de ne pas réussir. Ça leur coupe véritablement tous les moyens. Et ça marche évidemment aussi pour le travail. Et si je n'y arrive pas dans mon nouveau poste, ou alors si j'y vais et que je regrette mon ancien travail, c'est trop tard. Ça peut être très angoissant. Il y a la confiance en soi aussi qui arrive. Ils doutent littéralement de leur capacité à trouver un nouvel emploi ou de s'adapter à un nouveau rôle. C'est la panique totale. Et celui-là, forcément, il est bien connu. C'est le syndrome de l'imposteur. La peur de ne pas être légitime ou à la hauteur. De toujours en permanence se remettre en question. Toujours faire mieux. C'est là qu'on est dans le syndrome de l'imposteur. Et quand on est dans le syndrome de l'imposteur, moins on fait les choses. On déclenche une peur qui est rationnelle pour le coup d'anticipation. Au passage, j'ai mis plus ou moins 2 ans à lancer ma chaîne YouTube. Et forcément, mes vidéos pour le coup, elles sont loin d'être parfaites. Qu'est-ce que je faisais? J'allais voir les gros youtubeurs ultra connus. Et forcément, je me suis comparé à eux. Parce que le syndrome de l'imposteur, on est en permanence en train de se comparer aux autres. Et j'avais juste oublié de regarder un truc qui est quand même essentiel. À côté de leur pseudo, quand vous regardez bien, il y a un nombre de vidéos conséquent.
Ce qui est quand même normal. Mais ça, avec le syndrome de l'imposteur, on a tendance à l'oublier. L'imposteur en question vous fait penser littéralement que vous êtes une énorme bouse. Ensuite, on passe par la charge mentale. Il y en a forcément pour qui ça arrive. Le faire des lettres de motivation, pourquoi faire, je l'ai la motivation, pourquoi écrire un CV, pour qu'il soit pas lu, passer un entretien, etc. Tout ça peut être perçu par le cerveau comme une saturation cérébrale. C'est trop. Après, on a l'attachement lié aux habitudes aussi. Et vous imaginez bien que l'être humain est le champion du monde pour être attaché à ses habitudes. Il aime ses habitudes, l'être humain. Imaginez changer de travail pour le cerveau. Ça perturbe légèrement son fonctionnement. Et ça, il aime pas ça. Elle a peur aussi de la pression sociale ou amicale. Elle est balèze aussi, elle est très très forte. L'entourage peut exercer une pression colossale à certaines personnes qui veulent changer de travail, et ça en le voulant ou en ne le voulant pas. Donc les gens peuvent se cacher pour éviter simplement d'en parler, juste le sujet, à leur famille, à leurs enfants, à leurs amis. Donc ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, ils vont carrément vivre dans un mensonge eux-mêmes, ou une non-vérité, vous l'appelez comme vous voulez. Et cette pression, elle est un petit peu bizarre. Elle est consciente ou inconsciente. Peut-être que votre entourage vous dit des réelles réflexions, on a tendance à imaginer la réaction des autres. Il y a aussi la valorisation et la fidélité de l'entreprise. Sur ce point-là, changer d'entreprise peut être perçu complètement négativement. On passe ensuite à la difficulté du marché de l'emploi. Si un jour vous entendez en permanence, tout le temps, constamment, que le taux de chômage est élevé, que les gens n'embauchent plus, vous allez forcément percevoir, et là à raison, que le marché du travail est très difficile à ce moment-là. Forcément, vous imaginez bien la peur liée à ça. Ça devient quand même très compliqué d'imaginer changer. Et là, une un peu plus rare, mais comme en France on est les champions du monde, je ne pouvais pas passer outre la complexité administrative. Toutes les démarches liées à la paperasse, en gros. Ça peut vraiment faire peur à certains. Bon, dans tout ça, la peur, la trouille, la chocotte peut quand même servir de vraie force. Elle est quand même formidable pour nous alerter des dangers. Cette petite alerte ultra rapide nous permet de réagir et nous protéger de tout ça. C'est quand même top. C'est véritablement une force considérable. Elle peut tout simplement nous aider à survivre dans des situations ultra critiques. C'est vraiment une forme d'apprentissage ultra protecteur. La peur des conséquences complètement négatives, celle qu'on s'imagine et ça nous paralyse, peut nous motiver à passer littéralement à l'action pour les éviter. C'est quand même extraordinaire comme truc. Chaque peur surmontée, c'est un peu une petite victoire à chaque fois. Le fait de penser à cet échec qui nous hante en permanence, ou de pas être à la hauteur, paradoxalement, stimule complètement la créativité et l'innovation pour éviter, vous savez, ces scénarios qu'on connaît tous, qui sont déroutés légèrement par notre cerveau. Et encore une fois, on est emmené à trouver des solutions grâce à ça. Une peur saine nous pousse à évaluer les risques d'une manière beaucoup plus attentive avant de prendre une décision, complètement à considérer. Elle est responsable aussi en partie du développement de l'empathie. Le fait de reconnaître ses peurs nous rend simplement plus sensibles aux peurs des autres. Il est crucial aussi de distinguer les peurs saines et adaptatives d'une peur excessive et paralysante. La peur devient une force négative lorsqu'elle est complètement irrationnelle, disproportionnée par rapport à la menace réelle, et qu'elle nous empêche de vivre pleinement notre vie en apprenant à comprendre nos peurs, et à les reconnaître et à les gérer. Alors, dans tout ça, comment la peur peut devenir une véritable force? Faut vraiment prendre les peurs pas comme un panneau stop. C'est vraiment une zone de croyance, de potentiel infini. Si vous voulez quelque chose, c'est ça qui est véritablement intéressant. Par exemple, en parlant de l'échec, ça peut peut-être dire que cette situation compte réellement pour vous. Et qu'en fait, on est simplement prêt peut-être à prendre le risque pour atteindre des objectifs. Mais avant ça, bien sûr, il faut comprendre l'origine de la peur. Cibler la peur. On a tendance à confondre. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité véritablement à agir malgré elle. Ça va compter à chaque fois que l'on affronte une peur, même à toute petite échelle. On renforce la croyance qu'on avait sur elle ou contre elle. Parce que si la peur s'avère complètement paralysante, c'est peut-être qu'il y a un signe. Mais si la peur, elle est annulée, on peut y aller par l'action. Et bien sûr, toutes ces petites actions sont véritablement des victoires à considérer, c'est pas rien. Et surtout pas à prendre à la légère. La peur, c'est véritablement un moteur d'apprentissage et de préparation. La peur, toute votre vie, vous a poussé à être beaucoup plus exigeant, à mieux vous préparer. Par exemple, vous prenez la peur de parler en public, peut nous inciter à mieux nous préparer davantage, à mieux préparer le sujet, donc à mieux le maîtriser, à anticiper les questions, à mieux structurer le discours et à apprendre de nouveaux mots. C'est quand même très puissant. Ça nous rend beaucoup plus compétents. On développe une sorte de résilience incroyable. Chaque fois qu'on surmonte une peur, on apprend qu'on est capable de surmonter des moments difficiles et d'en sortir mais vraiment 10 fois plus grand, parce qu'au moment où on a peur, on se demande
demande réellement comment on va y aller. Une fois que c'est passé, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment beaucoup plus fort. Et cette résilience devient de plus en plus précieuse après. Elle redéfinit le mot échec. Parce que la peur de l'échec, c'est vraiment une des peurs les plus courantes. Si on réfléchit à l'échec, là, c'est une des plus grosses opportunités d'apprentissage du monde quand même. Avec le temps, la peur, elle diminue. On devient beaucoup plus audacieux dans nos tentatives. Chaque échec devient littéralement une raison simple de devenir beaucoup plus fort. Donc la peur, elle est ultra positive et ça donne vraiment envie de l'affronter pour s'améliorer. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. On est là pour s'améliorer, on est là pour vous faire des vidéos aussi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!